Bonjour et bienvenue dans le podcast du Human Factor. Je m'appelle Alexis Eve et tous les mercredis, je vais à la rencontre des plus belles startups pour construire avec vous la collection des meilleures pratiques RH de l'écosystème. Mon site internet, comment je peux en faire une machine à générer des leads? Parce que c'est ce qu'on fait dans le SaaS finalement, c'est que à travers ton site internet, la façon dont tu le construis, tu vas chercher à générer un maximum de leads. Ne vous embêtez pas à prendre des notes, on s'en occupe pour vous. Vous pouvez retrouver le meilleur de cet épisode et de tous les autres dans le Yaniro Wiki, la bible des meilleures pratiques RH dans un Notion. Rémunération, recrutement, cooptation, tout y est. Pour découvrir le Yaniro Wiki, allez tout simplement sur www.yaniro.co/wiki et ajoutez la page en favori pour la voir sous la main quand vous en aurez besoin. Pour l'heure, je vous laisse avec l'invité d'aujourd'hui et vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Nicolas, comment vas-tu ? Salut Alexis, très bien et toi ? Eh ben écoute, ça va très bien, chaleureusement, vous savez, je vous donne des fois les coulisses un petit peu de ce qui se passe juste avant le podcast et en général, si vous ne le savez pas, quand on lance l'épisode, on a eu le temps de parler quelques minutes avec l'invité, de dire « Ah oui, on le prend dans ce sens-là, cet angle-là, c'était vachement bien, etc. » Et là, pour une fois, par ma faute, c'est pas exactement ça qui s'est passé parce que je suis arrivé en catastrophe avec un tout petit peu de retard et donc, vu qu'on est en plein juin et qu'il fait très très beau à Paris, là je suis, on va dire, un petit peu dégoulinant de sueur, mais Nicolas ne m'en voudra pas parce qu'il est à l'autre bout de la visio, donc je ne vais pas l'incommoder. Et puis donc Nicolas, un grand merci d'avoir accepté notre invitation sur le podcast du Human Factor de Yaniro. Tu connais un petit peu notre manière de faire. Pour ce qui est de présenter ton entreprise et te présenter au sein de cette entreprise, je préfère te laisser faire, ça sera beaucoup plus précis, je pense. Merci Alexis. Écoute, déjà c'est un vrai plaisir d'être avec toi aujourd'hui pour échanger sur la thématique qu'on va aborder. La mission de Steeple, elle est assez simple. Notre mission, c'est de fidéliser les collaborateurs, les fédérer autour d'une culture d'entreprise et de dynamiser la marque employeur, le tout grâce à une solution de communication interne. Donc on est un éditeur de logiciels, on vend une plateforme qui a une spécificité, c'est que non seulement elle est disponible sur ordinateur et sur téléphone, mais elle l'est également via un écran tactile dynamique. Et c'est ça notre point de différence, c'est que ça nous permet d'adresser les salariés qui sont déconnectés, puisque l'ensemble des informations qui vont être disponibles sur les différents devices vont aussi être projetées donc sur ce fameux écran tactile qu'on va positionner dans les lieux de vie de l'entreprise et qui vont donc permettre à ces salariés de terrain qui n'ont pas, donc comme je le disais, accès aux différents outils professionnels, d'avoir ces mêmes informations et de se retrouver autour finalement d'une information commune et d'une unité commune. Et tout ça, on le fait depuis Rennes, puisque la société a été fondée donc en Bretagne. Ce qui explique d'autant plus pourquoi on ne se voit pas aujourd'hui in real life. Tu m'arrêtes si j'ai des chiffres qui sont à préciser, mais vous existez depuis 2015, vous êtes environ 110 sur 4 pays et vous faites partie de ces animaux rares mais de moins en moins rares qui n'ont pas levé de fonds, donc qui êtes 100% sur fonds propres, donc en bootstrap. Ouais, c'est absolument ça et c'est un enjeu culturel important pour nous puisque c'est ce qui nous différencie vraiment d'autres entreprises. Alors comme tu l'as dit, on a un animal rare, mais il y en a d'autres comme ça et ça a vraiment défini notre courbe de croissance. C'est-à-dire que déjà en le faisant depuis Rennes, il y a un marqueur culturel fort peut-être par rapport à un nombre de scale-up qu'on va retrouver dans la capitale. Et surtout, dès le début, c'est poser la question de la rentabilité. Et c'est ça qui nous permet de croître aujourd'hui, c'est le nombre de clients que l'on a, c'est le nombre de collaborateurs équipés de la solution Steeple, et c'est finalement donc tout cet ARR qu'on génère évidemment qui a financé plutôt la croissance d'hier et qui continue de financer la croissance demain. Et tu t'en doutes, quand on parle de rentabilité, ça veut dire qu'on va avoir un regard assez précis sur l'ensemble de nos coûts, de nos charges. Je pense notamment à la masse salariale et au pilotage des people d'une manière générale, puisque c'est un des axes principaux de coûts pour une entreprise de la tech comme nous. Et justement, ça fait un peu le lien avec ce dont on va parler. Vous lancez cet épisode, vous avez cliqué sur le titre, vous savez de quoi on va parler, mais on va se le donner avec des mots un petit peu différents. Donc, petit disclaimer, vous le savez à force, je crois, on envisage toujours plein d'options. D'épisodes, on se dit bon super, on parle avec Nicolas de Steeple, on pourrait parler de qu'est-ce que ça veut dire d'être une entreprise tech à Rennes et pas à Paris par exemple, on pourrait parler du bootstrap, etc. Et si on a choisi d'écarter ces deux sujets, c'est parce qu'on en avait un qu'on a trouvé encore mieux, on va dire ça comme ça, à savoir comment est-ce que dans les métiers RH, on peut s'inspirer
de métiers connexes, de pratiques connexes, de terrains de jeu un petit peu différents pour en tirer des vraies pratiques actionnables pour booster quelque part la performance RH. Comment tu le formulerais, toi, cet angle qu'on a choisi ensemble ? Un peu comme tu viens de le faire, en fait, c'est s'inspirer des meilleurs. C'est souvent la phrase que je ressors, surtout dans cette, je te parlais de notre logique d'efficacité, c'est ce qui nous anime forcément pour une entreprise comme la nôtre. Comme je cherche à être efficace, je me dis que de base, il y a plein de personnes avant moi qui ont rencontré les problématiques que j'ai rencontrées, pas forcément dans mon métier d'ailleurs, et qui ont trouvé des solutions génialissimes, ou du moins qui répondent à leurs attentes, qui ont répondu à leurs attentes. Et en allant les interroger, les rencontrer, c'est pour ça que des podcasts comme le tien sont super percutants, je vais m'inspirer de ces métiers pour les dupliquer dans mes activités RH. Effectivement, s'inspirer des RH est une chose, mais je pense qu'on a aussi beaucoup à apprendre des métiers de la tech, des métiers du commerce, bien entendu, des métiers du web marketing, pour faire grandir les métiers des ressources humaines au sens large. Top, et on est parti, on se lance dedans ? Ouais, carrément. Avant qu'on se lance, parce qu'on a choisi vraiment trois pistes d'inspiration, il y en avait encore d'autres, mais on a choisi celle qui avait le plus d'impact. Est-ce qu'en quelques mots, tu peux nous donner un peu le background de d'où ça te vient, cette envie de t'inspirer d'autres univers pour justement mettre à jour les pratiques RH ? La première, c'est de mon CEO, Jean-Baptiste de Belair, qui a également cette approche-là et qui, quand je suis arrivé chez Steeple, il y a 2 ans, m'a dit commence par interroger les parties prenantes, ceux qui composent l'entreprise et qui l'ont fait vivre depuis ces 4, 5, 6 ans. Et vois ce qu'elles ont à t'apprendre et vois comment tu peux le transposer dans tes métiers. Donc ça, c'était le premier déclencheur. Et le deuxième, effectivement, c'est l'expérience professionnelle qui fait que plus on passe de temps avec des personnalités intéressantes, avec de l'expérience, plus on a envie de les copier. Donc je dirais que j'ai un prisme naturel qui fait que j'ai une tendance à m'inspirer des gens qui, d'après moi, en tout cas, sont experts dans leur métier. Alors je vais un petit peu me jeter à l'eau là-dessus parce que si vous écoutez ce podcast depuis un petit moment, vous savez que c'est un sujet que j'adore. À titre personnel, on a eu des épisodes qui tournaient autour de cet angle. Valentine de Joko nous a parlé de comment elle s'inspire de l'UX pour justement gérer ses collabs. Il y a Kevin, quand il était chez Germinal, nous expliquait comment les pratiques du growth marketing lui ont permis de faire des choses dans sa boîte. Globalement, je serais le premier à considérer que les modèles de growth en général, typiquement le framework AARRR, pour ceux qui connaissent, s'applique tout à fait dans la croissance interne, qui est dans les RH, qui est quand même globalement la fonction people. J'ai une manière de le représenter dans ma tête que je partage là, avant que tu puisses partager ce que vous avez fait chez Steeple. La raison pour laquelle je trouve cette approche passionnante, l'approche de s'inspirer d'autres pratiques ou d'autres mondes, c'est parce qu'il y a, je ne sais plus qui disait ça, mais il y a une phrase qui est assez célèbre qui dit « Le futur est déjà là, mais il n'est pas réparti équitablement ». Donc ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire que pour prendre quelque chose de récent, à l'époque de ChatGPT, il y a les grands acharnés qui savent déjà utiliser le truc comme pas possible, et ceux qui l'utiliseront dans 3 ans. Et tout est un peu comme ça. Et ce qui est très intéressant dans le milieu dont on parle, donc le jeu croissance, scale-up, start-up, etc., c'est que beaucoup de pratiques tournent autour des mêmes logiques, mais n'ont pas le même niveau d'avancement, pour une raison ou pour une autre. Je vous donne un exemple qui est très simple. Si on part du principe que le growth et le people growth ont des zones de recoupement, que quelque part on peut considérer que aller chercher des clients et les fidéliser, c'est un petit peu pareil que d'aller chercher des candidats et de leur proposer de rester longtemps dans la boîte et de s'y épanouir. Ce que ça veut dire, c'est qu'il y a des choses dans le growth qui sont duplicables qui sont duplicables dans le monde RH et inversement. Sauf que à l'heure où on se parle, en 2023, les expérimentations en growth sont beaucoup plus approfondies et beaucoup plus poussées que ce qui a été fait dans la fonction RH. Et ce que ça veut dire, pour prendre un exemple qui est très connu, un ATS, c'est ni plus ni moins qu'un CRM. C'est pareil, sauf que les ATS, jusqu'à il n'y a pas si longtemps, étaient hyper poussiéreux par rapport au CRM. C'est-à-dire n'importe quel Pipedrive, Salesforce, HubSpot pouvait faire des trucs de fou et les ATS étaient vraiment un petit peu nazes. Alors qu'en réalité, ça sert à la même chose. Et c'est assez logique parce que y a un marché qui justifie qu'on aille faire des CRM de fou, et les ATS, ça a pris un petit peu plus de temps. Et donc, une manière
d'être dans le futur qui est déjà là, sans prendre trop de retard, c'est d'aller voir ce que font les copains d'à côté, parce que de la même manière que on peut regarder dans le futur en France en regardant ce qui se fait aux États-Unis, et ça arrivera probablement dans 2-3 ans, une manière de regarder dans le futur quand notre métier c'est les RH, c'est d'aller regarder ce que font les métiers d'à côté, parce qu'il y a des chances que ça arrive d'une manière ou d'une autre. Comment tu réagirais à cette manière que j'ai de voir les choses? D'abord, je suis totalement d'accord avec toi. Ce que tu dis sur les ATS, ça fait très écho en moi. Alors aujourd'hui, on est équipé de l'ATS WeRecruit, qui est une autre société rennaise. D'ailleurs, c'est rigolo et qui fonctionne très bien et qui a complètement compris cette dimension du fait qu'un ATS, c'est un CRM-like et rien d'autre que ça. Et je trouve que si tu pousses le fil, et c'est d'ailleurs la principale question que je me suis posée en arrivant chez Steeple, c'est comment je peux faire de mon site internet ou de ma page carrière, si on reprend la sémantique RH, comment je peux en faire une machine de recrutement, une machine à générer des leads. Parce que c'est ce qu'on fait dans le SaaS finalement, c'est que à travers ton site internet, la façon dont tu le construis, tu vas chercher à générer un maximum de leads qui vont faciliter ton travail derrière. Et ben à mon sens, c'est exactement la même chose pour le recrutement. Alors, est-ce que c'est notre premier axe? Est-ce que le premier axe sur lequel on rentre, c'est comment est-ce que tu t'es inspiré des outils du web marketing pour améliorer l'efficacité du recrutement? Ouais, on peut commencer par ça, ouais. Effectivement, tu l'as très bien dit, je me suis inspiré des outils du web marketing. Alors, il y en a plein d'autres qui l'ont fait. D'ailleurs, je vais tout de suite saluer l'équipe Growth Hiring d'Alexis Voubet qui m'a beaucoup inspiré là-dessus. Mais la première chose, donc, c'est comment est-ce que je peux générer un maximum de leads. Pourquoi je me pose cette question-là? Tous ceux qui ont fait du recrutement dans la tech le savent très bien. C'est difficile de recruter, ça prend du temps, d'autant plus qu'on le sait aussi d'ailleurs, le sourcing occupe une place énorme dans le temps passé au recrutement, avec des résultats qui vont forcément être beaucoup plus faibles, beaucoup moins chauds que lorsqu'on fait de la génération de leads. C'est une terminologie RH lead ou c'est un déplacement que tu fais? Je suis pas RH moi-même, donc je suis psychologue du travail de formation, mais je n'ai pas pratiqué en tant que RH, donc je suis curieux de savoir si toi tu as pris cette habitude-là, ou si c'est quelque chose qui est un jargon RH que je ne connaîtrais pas. Non, je pense que c'est une transposition que j'ai fait des métiers du revenu ou du commerce d'une manière générale, qui parle tout le temps effectivement de leads. Je l'ai pas forcément entendu dans le périmètre RH. Ok, donc, mais c'est très intéressant. Donc, même chose, que le but du jeu, ce soit d'attirer des prospects auxquels on va apporter de la valeur avec son produit ou son service. Là, l'idée, c'est d'attirer des candidats ou des candidates auxquels on va apporter de la valeur avec une mission ou une offre de poste. Tout simplement, c'est la même logique. C'est exactement ça. Et dans ton funnel d'acquisition, donc sur pareil, c'est la sémantique web marketing, puisque ton objectif, si on prend le terme, c'est de générer un maximum de candidatures entrantes, tu vas travailler sur les différentes étapes du funnel. Et la première, à mon sens, c'est la construction justement d'un site qui va être visible par les personnes qui vont naviguer sur les différentes pages web. Donc c'est du SEO d'une certaine manière. Alors je précise, tu parlais de disclaimer tout à l'heure aussi. Mon expertise elle est RH et elle n'est pas web marketing, donc je m'approprie certains concepts, mais je n'ai aucunement une expertise précise sur ces métiers-là. Mais en tout cas, je me suis approprié cette logique de SEO pour me rendre visible sur Google, pour faire en sorte que lorsqu'on tape certains mots-clés qui sont associés aux offres d'emploi sur lesquelles moi je me positionne, et ben on tombe directement sur nous. Donc c'est des questions effectivement de contenu, à quel point je vais détailler mes offres d'emploi, à quel point je vais détailler les informations qui sont présentes dans ma page carrière pour faire en sorte qu'on me retrouve et que je sois le plus visible possible. Je vais aussi choisir une terminologie. Alors il y a différents outils, je pense à Google Trends, qui vont être plus fréquemment utilisés sur Google et qui par conséquent me donneront plus de chances d'être visible de la part des internautes. Tu vois, même si ça je sais qu'on le fait beaucoup dans les ressources humaines, on a tous nos titres de poste, tu sais, en interne, tous nos fonctions avec nos propres terminologies. Moi je fais bien la distinction entre ma fiche de poste en interne et la terminologie que je vais utiliser dans mon contrat de travail par exemple, et ce que je vais mettre sur le net dans ma fiche annonce qui ne répond qu'à un seul objectif, qui est de générer de l'entrant. Alors, je trouve ça fascinant déjà. Je saute directement dans la conversation parce que les détails me semblent vraiment très intéressants. Typiquement, c'est quoi les mots-clés que tu vises ? Typiquement, les premiers, ça va être celui du titre de poste. Tu vois, je parlais du commerce, mais il y a plusieurs façons d'appeler un SDR, donc un Sales Development Representative. Des fois, tu vas entendre commercial avant-vente, des fois commercial sédentaire, ce fameux SDR ou BDR, tu entends aussi. Alors, derrière tous ces titres de poste, bien sûr, se cache un vrai fond et une pratique différente du métier. Il n'empêche que nous, là, tu vois, aujourd'hui, on part sur le titre de SDR parce que c'est celui qui nous semble, en termes de génération d'entrants, en tout cas,
le plus proche de notre besoin. Et ça va être la même chose pour les développeurs, par exemple. Tu vois, il y a une logique assez mais toute bête et en même temps super importante en termes d'inclusion, c'est de mettre ton mot développeur, je veux dire full stack à tout hasard, de mettre développeur, développeuse. Parce qu'une développeuse, lorsqu'elle va être sur Google et qu'elle va faire ses recherches, si jamais elle en fait, elle va pas mettre développeur, elle va mettre son titre de poste à elle. Et donc comme ça nous permet d'aller toucher aussi des profils qui, en tout cas avec les algorithmes qu'on peut retrouver, naturellement on n'aurait pas vu voir apparaître des offres Steeple. Donc c'est vraiment cette approche-là qu'on a. D'accord, donc en gros, donc je rends le truc peut-être le plus, j'allais dire, pragmatique possible pour celles et ceux qui connaissent moins le SEO. Donc le SEO, c'est ni plus ni moins que d'écrire du contenu pour que Google le référence mieux. Ouais. Et donc, si moi, par exemple, un rédacteur, une rédactrice de Yaniro écrit des articles et qu'on veut être référencé sur des requêtes du type je cherche du coaching startup, qu'est-ce qu'on fait? Donc, il y a toute une mécanique qui permet de s'assurer que quand quelqu'un va taper coaching startup sur Google, ça soit Yaniro qui remonte plutôt qu'autre chose. Donc ça, c'est du SEO qui est utilisé classiquement en web marketing. Et toi, ce que tu dis, c'est développeuse ou SDR. L'idée, c'est comment est-ce que quelqu'un qui tape ça, ou offre d'emploi, SDR, offre d'emploi, développeuse, ce soit Steeple qui remonte. Exactement. Et tu vois, tu vas aller plus loin dans les mots-clés. Et là, c'est vraiment l'expertise content. T'en as parlé aussi. Ajouter la localisation, ça paraît une évidence, hein, mais le fait de pas avoir la log dans tes annonces, ça te met hors phase sur plein de résultats sur lesquels tu vas pas être indexé. C'est la même chose pour la rémunération. Alors, je sais que ça, c'est un grand débat, par exemple, mais pour moi, c'est une obligation de l'apparaître, de l'indiquer, pardon, parce que tu sais qu'une annonce avec cette information, alors déjà, tu as plus de chances de générer du clic sur ton annonce, mais elle va être en plus beaucoup plus visible. Et c'est le cas sur la plupart des CV Tech aussi, ou des outils de gestion de carrière, où tu vas te retrouver avec des annonces qui vont être boostées parce qu'elles ont plus de mots-clés qui sont indiqués dans les fiches annonces. À l'inverse d'autres entreprises qui vont peut-être pas faire l'effort de mettre ces fameux mots-clés, qui vont redescendre, qui vont être moins visibles, y compris sur un Hello Work, sur un Indeed ou sur ce genre de plateforme. Top. Donc effectivement, on optimise le SEO. Pragmatiquement, tu fais ça avec des ressources en interne. Est-ce que tu demandes des conseils à ceux qui font du SEO entre guillemets standard? Ouais, c'est exactement ça. C'est qu'on a la chance chez Steeple d'avoir des experts sur ce métier-là, et donc on les a fait auditer. On leur a fait auditer notre page carrière, et grâce à eux, on a eu énormément de conseils pour améliorer donc le côté percutant de notre page carrière. Et puis ils nous ont aussi formés. Donc avec ce qu'on vient d'évoquer ensemble, à ces petites notions qui, pour un expert, forcément va beaucoup plus loin, mais qui déjà pour un RH a été vraiment très très aidant et qui nous a permis de booster nos candidatures. Rien qu'aujourd'hui, tu as une stat, sur l'année 2022, on a eu plus de 5500 candidatures. Forcément, ça facilite le travail de dingue par rapport à du temps de sourcing pour une centaine de postes ouverts, tu vois. Donc ça donne du choix. C'est ça qui est super intéressant. Top. Donc ça, c'est un premier exemple de comment on utilise quelque chose, une pratique qui vient des métiers d'à côté, le web marketing. Toujours dans recrutement et marketing, tu as d'autres petites techniques que tu as piquées à gauche à droite? Ouais, je pense à deux choses principalement. Et pareil, je vais citer les termes des experts. En tant qu'employeur, ou que marque plutôt, devrais-je dire, il faut gagner la guerre des contenus. On en parle souvent. Il y a beaucoup de contenus sur Internet, il y a beaucoup de choses sur lesquelles on a envie de cliquer, qu'on a envie de lire, beaucoup de livres blancs notamment, et je pense que lorsqu'on défend une marque employeur, ce qui est le cas de l'équipe RH, je pense qu'on est responsable de cette action-là, et on doit être en capacité de produire nos propres contenus qui seront à disposition pour les personnes qui souhaiteraient candidater, ou qui souhaiteraient en savoir plus, et qu'on pourrait ainsi convertir plus facilement vers un lead. C'est-à-dire, je m'explique, je vois une annonce, elle a apparu dans mon fil, super intéressant. Qu'est-ce qui va m'amener à cliquer et à me dire, ok, ces entreprises, elles m'intéressent? À mon sens, c'est si on y ajoute du contenu à ces annonces, ou si une personne qui n'avait jamais entendu parler de nous va tomber sur l'un de nos contenus, c'est pas vraiment du hasard, mais finit par tomber sur un de nos contenus et qui se dit, super, cette entreprise, je vais aller regarder ce qu'elle a à proposer. Et donc, pour faire ça, pareil, j'invente rien, mais on a créé 2 contenus vraiment phares qui sont représentatifs en tout cas de Steeple. Le premier, c'est le Culture Book qu'on a construit il y a 2 ans désormais.
Donc là, pareil, on pourrait faire un épisode entier sur ce qu'est un culture book. Donc c'est un livre qui décrit les entrailles de l'entreprise, son histoire, ses valeurs, sa culture, les personnes qui la composent, les anecdotes en ce qui nous concerne. Maintenant, on a créé ce document et on l'a rendu 100% visible sur nos blogs en interne, sur notre page carrière bien sûr, et sur l'ensemble de nos offres. C'est-à-dire qu'à chacune de nos offres, on envoie un lien de redirection vers, et ça fonctionne bien d'ailleurs pour l'indexation, vers notre culture book. Là, ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose qu'on est venu créer, c'est un document qui s'appelle l'Employee Value Proposition, d'ailleurs, qui est bien connu sur ce podcast, sur lequel on va décrire dès le début, en fait, finalement, tu vois l'inspiration tout de suite, c'est une forme de plaquette commerciale qui va décrire la valeur de Steeple, ce qu'on a à offrir, en tout cas, comme projet pour toute personne qui voudrait nous rejoindre. Ce qui veut dire que, upfront, tu arrives sur notre page carrière, tu as toutes ces informations-là. Si tu le souhaites, en tout cas, tu peux investiguer autour de ces informations-là et ça te permettra de te dire, dès le départ, je clique ou je clique pas. Et si je clique, je suis beaucoup moins froid, entre guillemets. Je suis vraiment intéressé parce que j'ai eu accès à un nombre d'informations assez importantes. J'ai plein de choses qui me passionnent dans ce que tu viens de dire. Plein. La première chose qui me passionne, c'est évidemment, je vous ai pas menti, hein, quand je vous dis que c'est un sujet sur lequel j'adore geeker, parce que je trouve que c'est très malin en fait de faire ça. En réalité, que c'est une bonne manière d'approcher les RH qui fonctionnent bien. Revenons un peu du côté du marketing. N'importe quelle landing page sur laquelle vous allez, de boîte qui a un petit peu de bouteille, va être suroptimisé d'un point de vue marketing. Et je sais que le marketing, on pourrait dire, bouh, c'est pas bien, etc. La réalité, c'est que le marketing, pour moi, c'est un mix entre de la psychologie et de la linguistique. C'est-à-dire, c'est comment je comprends pile poil la personne que j'ai en face de moi et comment j'utilise les mots les plus clairs pour me connecter à ce qui est important. Dit autrement, je vous donne un exemple, et il y a débat, hein, mais c'est juste pour vous donner la logique. À l'heure où vous nous écoutez, je pense que si vous allez sur notre site, le site de Yaniro, doit y avoir marqué quelque chose du type comment faire mieux avec moins et aller chercher 100% de son potentiel. Ça, c'est une tagline qui représente la réalité de ce qu'on fait. On fait du coaching, on fait de la formation de manager, mais qui est aussi en lien avec l'air du temps. La période est difficile. Le but du jeu, malheureusement, c'est de continuer à faire de la croissance avec des moyens qui sont plus restreints. Et c'est une manière qu'on a trouvé de traduire ça. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est très slogan, etc. Mais après, tout ce qui est sur une page doit être de l'ordre de faire comprendre rapidement à quel point ce que nous on propose a comme rapport avec ce que la personne vient chercher. Et ce qui est fascinant dans ce que tu décris, c'est que donc ça c'est un truc marketing commercial très classique. Et là, l'idée d'avoir une employee value proposition et un culture book, c'est une manière déjà de faire le chemin de se dire attends, mais moi je suis développeuse sur Rennes. Qu'est-ce que je cherche en fait ? Pourquoi est-ce que Steeple, c'est bien? Parce que nous, Steeple, on cherche des développeurs, très bien. Mais pourquoi est-ce qu'ils viendraient nous rejoindre? Qu'est-ce qu'il y a d'intéressant? Est-ce qu'on paye mieux? Est-ce qu'on donne beaucoup de remote? Est-ce qu'on est une boîte qui est hyper sympa? Est-ce qu'en fait, on est en local? Donc, ça permet à la personne de ne pas à être inquiétée entre déménagement et des choses comme ça. Et là, on se pose la question. Et on peut se poser la question de qu'est-ce qu'on a à offrir? On peut se poser la question de qu'est-ce que les gens cherchent? Et ça, on est dans la value proposition. Et ça, c'est la première partie que je trouve fascinante parce que ce que ça veut dire, c'est qu'on fait un travail d'empathie très forte. Derrière le marketing qui peut avoir une mauvaise presse, il y a en réalité un travail d'empathie qui est total, où on est obligé de comprendre la personne sur le bout des doigts, versus faire une offre en disant bah nous on offre ça et puis tu viens pas, je m'en cogne quoi. Et l'autre chose que je trouve fantastique, notamment avec le Culture Book, c'est que en fait, dans l'approche que tu as, de mettre à disposition des documents qui sont bien packagés dès les phases de recrutement et de proposition d'offres, en fait, tu prends de l'avance sur l'onboarding. Parce que théoriquement, souvent, c'est un document qu'on voit arriver à l'heure de l'onboarding. Il y a l'office manager qui va faire rencontrer différentes personnes, parler de la mission, de la vision, des valeurs, de ce qui se passe, etc. En réalité, cette information, elle est importante parce que c'est ce qui va permettre à la personne de se sentir à l'aise dans la boîte et éviter le côté premier jour d'école. Mais dans ce cas-là, effectivement, je te rejoins à 100%. Pourquoi pas le faire avant? Et c'est ce que vous faites. Donc, ouais, bah, bravo. Ouais, t'as totalement raison. Je resterai juste une chose, tu vois, c'est une approche par les personas, toujours inspirée du marketing. C'est quoi ton persona? Quand tu fais ton brief, ton cadrage, là, recruteur, manager, ok, il y a des missions, ok, il y a des hard skills, il y a des soft skills. Mais j'aime bien ce terme empathie, parce que je trouve qu'il représente vraiment la posture RH, tu vois, par essence.
et de se dire, c'est quoi mon persona, les attentes associées à mon persona et comment est-ce que je vais répondre à ces attentes dès le début, sans attendre qu'ils me les demandent, je trouve que ça permet de scorer, en fait, si on est très pragmatique, beaucoup plus facilement. Top. Donc, Employee Value Proposition, Culture Book, j'imagine qu'il suffit d'aller sur votre page carrière pour aller les découvrir. Exactement, ouais. Tout est accessible directement. Et peut-être le dernier cas dont on pourrait parler, pareil, je m'approprie certains mots, mais je vais parler de nurturing. Mais tout comme certains leads sont un peu tièdes, on va dire, donc des personnes qui sont pas encore prêtes à candidater, qui n'en savent pas encore sur l'entreprise, ou je dirais même qui sont déjà rentrés dans notre processus de recrutement, donc avec peut-être une screening interview qui a été faite, mais où on arrive encore à se poser des questions parce que soit on n'est pas sûr du match entre les compétences et le besoin, ou toute autre raison, et on est venu créer d'autres contenus qui vont être utilisés uniquement à ce dessin-là, de se dire je suis en attente dans le process, j'ai pas encore avancé dans tous les stades de conversion, on va envoyer un test de personnalité. Alors pareil, c'est un test de personnalité assez court, on n'est pas sur quelque chose avec une approche, une dimension psychologique très fournie, comme on peut le voir par exemple chez nos amis d'Assess First. Mais quand même, tu vois, c'est un contenu d'attente. On a aussi utilisé un outil qui s'appelle VideoAsk, que je recommande énormément, pareil, qui est largement utilisé dans le monde du commerce, qui est un ensemble de vidéos qu'on a tournées et qui permet de rencontrer les différents managers de l'entreprise. Comme finalement un organigramme où on se déplace en disant d'abord voici une petite vidéo de notre fondateur, donc Jean-Baptiste, qui ensuite va donner la parole aux différents directeurs, qui va directement donner la parole aussi aux managers qui composent les différents pôles de l'entreprise, et ainsi de suite. Ce qui fait qu'on peut ainsi naviguer dans la composition de l'entreprise sans avoir à y être, ou sans être complètement lancé dans un processus de recrutement en 4 ou 5 étapes. Bon, du coup, je reprends ma casquette où je fais le pont, si tu es d'accord, avec le marketing. Donc, le lead nurturing, qui est effectivement la technique que tu décris, qui est de prendre soin de ses prospects, de leur apporter de la valeur avant de contractualiser avec eux. Donc, c'est ce qui se passe de manière plus ou moins élégante ou plus ou moins maladroite, on va le dire. Effectivement, il y en a qui font du lead nurturing comme des gros bourrins, mais c'est ce qui fait que, par exemple, j'en sais rien, moi, peut-être admettons, Nicolas, t'es intéressé à bosser avec Yaniro, t'es un prospect, on discute de quelque chose. Si pendant qu'on est en train de discuter, de voir si on contractualise ou pas, je dis tiens, attends, il y a cet épisode du podcast qui est hyper utile sur un truc qui a rien à voir avec Yaniro, mais que peut-être peut t'apporter de la valeur, c'est du lead nurturing. C'est une manière de dire ça fait deux choses, ça apporte de la valeur avant d'apporter de la valeur, ce qui crée quand même plutôt un sentiment positif, et deux, donc désolé pour les anglicismes, ça permet de faire en sorte qu'on soit top of mind. Donc si admettons Nicolas envisage de contractualiser avec Yaniro, mais à 2-3 autres organismes autour, si nous on a fait ça et que les autres le font pas, forcément ça crée un sentiment de ah oui ouais Yaniro je m'en souviens. Et ce que je trouve génial, c'est que après, il faut effectivement trouver comment on apporte de la valeur et comment on fait pas du top of mind pour faire du top of mind, parce que ça, après, sinon, c'est du matraquage. C'est ce qu'a fait la pub pendant un certain moment. On arrive à créer un écart dans la tête des candidats et des candidates en termes de quelle boîte donne plus confiance que l'autre, qui est phénoménal. Typiquement, pour prendre un exemple, je ne sais pas si vous en êtes inspiré ou pas, mais il y a quelques années, on va dire en 2018-2019, quand c'était beaucoup plus nouveau, Alan avait une assise qui était phénoménale en termes de marque employeur et qui était sans commune mesure avec quasiment toutes les autres boîtes. Mais pourquoi ? Parce que Alan existait très fort pour des candidats et des candidates, ce qui n'était pas forcément le cas d'autres, mais parce qu'ils ont fait le boulot. Ils ont fait le boulot de détailler leur culture, ils ont fait le boulot d'apporter de la valeur, de donner un peu des fenêtres sur ce qui se passe dans l'entreprise, le mot des fondateurs, etc. Et donc, effectivement, si moi je suis candidat et que j'ai le choix entre aller chez Alan ou boîte dont j'ai pas trop entendu je connais pas trop le nom, évidemment c'est beaucoup plus facile. Mais ce que je trouve génial dans ce que tu dis, c'est qu'en réalité, et tu m'arrêtes si je me trompe, ça demande, c'est même pas de faire un extra mile, c'est de faire des choses qu'on ferait pas spontanément, mais c'est pas invraisemblablement compliqué, ni très long. C'est juste faut le faire, quoi. T'as totalement raison. Faut le faire, et en plus, ça a des vrais bienfaits sur la fidélisation des collaborateurs ensuite. On pourrait le développer à d'autres moments, bien sûr, mais tout ce que tu fais là, ça te servira demain. Et ça te fait gagner du temps, parce qu'on en revient toujours à notre objectif initial. Si on fait ça, c'est pas juste pour être joli, c'est pour faciliter la conversion,
des leads entrants et ainsi te donner de plus en plus de chances de recruter des profils géniaux et qui correspondent à ton besoin. Et ça te permet aussi de passer moins de temps sur le sourcing qui, on l'a dit au départ, est extrêmement chronophage. Alors on va pas se l'éviter, hein, surtout dans la tech. Mais c'est vraiment une approche par la raison, c'est pas juste pour faire joli qu'on fait ça. Alors, on va passer à un autre pilier, mais il y en a un, je suis très curieux parce que tu m'en as parlé avant qu'on lance l'épisode, et je t'avoue que j'ai du mal à me le figurer, ça a l'air d'être un pur truc de growth marketing, le scrapping de followers de la marque. Qu'est-ce que c'est que cette affaire ? Là, on est dans du growth hack, là, ça ressemble à ça. Ouais, complètement. En fait, si tu veux, on a la chance d'avoir une équipe community management très performante chez Steeple et qui, au travers de l'ensemble des communications ou plutôt actions de notoriété que l'on mène, nous permet de générer un nombre donc de followers sur LinkedIn, puisque c'est notre plateforme de prédilection, un nombre de followers assez important. Et ces personnes-là, finalement, qui sont les followers? Si on reprend nos personas, ce sont des personnes qui ont entendu parler de nous déjà, qui a priori apprécient nos communications, donc peut-être notre culture d'entreprise, voire même notre produit. Et ces personnes-là ont des métiers, ont des postes. Et ce que fait l'équipe RH tous les mois, c'est qu'elle reprend l'ensemble, donc elle scrape l'ensemble des nouveaux abonnés du mois, regarde leurs postes. Et si ces personnes ont un titre de poste qui pourrait correspondre à l'une de nos offres d'emploi, on va les ajouter automatiquement. Et ainsi de suite. On fait grandir naturellement le réseau des recruteurs et on va directement, donc cette fois-ci, sourcer, toujours dans une logique de simplification de notre travail, sourcer des personnes qui ont déjà entendu parler de nous. Et quand tu vas contacter sur LinkedIn, et là, je pense que nos amis recruteurs doivent sourire, mais quand tu vas contacter quelqu'un qui a déjà entendu parler de toi, tu maximises tes chances de réponse. T'as pas besoin d'envoyer un email complètement perdu ou qui fera pas écho chez la personne. Donc ça, c'est vraiment très actionnable, très rapide. Tu peux utiliser des outils très simples. Alors nous, on se sert de Phantom Buster. Ce que j'allais te dire, ouais. Ça prend 5 minutes. Hein. Ah, vraiment, ouais. Ça prend vraiment 5 minutes et c'est hyper percutant. Ouais, et ça, c'est pareil. Je trouve que cette expérimentation, elle est drôle et elle montre bien en fait la manière de penser. C'est-à-dire le sourcing, c'est hyper dur. Je pense que c'est la bête noire de à peu près tout le monde. Je vous renvoie à l'excellent épisode qu'on avait enregistré avec Louise Mouton de Guide Guardian, qui est la tueuse du sourcing. Enfin, j'ai jamais vu quelqu'un d'aussi solide là-dessus. Donc, allez écouter son épisode où elle décrit de A à Z. Et effectivement, en parenthèse, elle utilise des outils de commerciaux. Elle utilise Wallaxy, globalement, pour faire du sourcing. Je te vois sourire, vous aussi. Ouais, en fait, quand les listes sont trop longues, on les met dans Wallaxy et exactement. Ça fait gagner du temps. Et là, juste donc en 2 mots, la partie entre guillemets maligne et la plus compliquée dans ce que tu décris, c'est d'avoir l'idée, parce qu'après l'implémentation c'est super facile. Là l'idée c'est juste de se dire attends, mais les gens qui nous connaissent c'est quand même mieux, non, pour prospecter. Bon voilà, ça serait bien qu'on ait tous les followers de la marque, et après quand vous faites une petite recherche Phantom Buster ou autre chose, c'est super facile, donc vous laissez pas limiter par la technique. Je te partage une petite technique maison de Renard qu'on utilise, qui est un peu dans la même logique. Je sais pas si on le met dans marketing ou si on le met dans une autre case, mais peut-être c'est quelque chose qui a été très très fait, mais je trouve que c'est insuffisamment fait dans les entreprises, et pourtant ça coûte pas cher. Côté marketing, closing, offre, ce qu'on veut faire business, quoi. Une des approches les plus importantes pour créer de la confiance, c'est la prise de ref. Voilà, retour sur ce qu'on disait. Nicolas se dit tiens, je bosserai bien avec Yaniro. Tu as peut-être envie de savoir, est-ce que tu as des boîtes qui ressemblent à Steeple qui ont déjà bossé avec nous pour que je puisse leur poser des questions. Très bien. Nous, dans les candidats et candidates, quand on arrive en bout de parcours, on fait systématiquement de la prise de ref. De la prise de ref dans l'autre sens, c'est-à-dire on dit ok, toi tu vas nous rejoindre en tant que account executive, on se passe le numéro de l'ancienne personne qui a fait le account executive chez nous pour que tu lui poses toutes les questions. Et on se rend compte que le fait, c'est toujours pareil, de le faire de manière proactive, ça crée un gros sentiment de ah ouais, chez nos candidats et candidates, et c'est une pure technique entre guillemets qui vient du business, quoi, où on sait très bien que quand dans un entretien commercial on présente, on vous présente des refs, on a déjà entre guillemets montré patte blanche plus que la moyenne, parce que c'est aussi une manière de dire on est plutôt confiant sur le fait que si vous parlez à quelqu'un qui nous connaît bien, il devrait vous donner plutôt une image positive. Je suis totalement d'accord avec toi et c'est un super tips. Tu le fais ?
Alors, on le fait pas aussi précisément, mais la question du référal, elle est super importante. Alors, elle est placée un peu plus bas dans le processus et on s'en sert encore, tu vois, comme plutôt un outil de moins de séduction, mais plus de check de l'adéquation entre le besoin et les profils. Mais tu sais, ce que tu me dis là, ça me donne des idées. C'est bon, c'est copyright free, c'est open source, faites-en ce que vous voulez, je pense pas qu'on a réinventé la roue. Et ça, c'est le message que je voulais faire passer, c'est rarement réinventer la roue, hein, ce qu'on fait. Au contraire, on va regarder la roue à côté, on l'a fait, quoi. Exactement. Deuxième pilier, maintenant qu'on a pioché plein de bonnes idées dans le marketing, on les pioche où ? Moi, je les pioche chez les sales. Je t'ai parlé de Jean-Baptiste tout à l'heure de Belair, notre fondateur. On a aussi au sein de Steeple quelqu'un qui s'appelle Clément Abbassi qui est très tourné innovation côté génération de revenus. Et la démarche, c'est exactement la même, c'est de se dire, finalement, le cycle RH, alors c'est un peu brut dit comme ça, mais c'est la même chose qu'un cycle de vente, qu'une phase commerciale. On a beaucoup parlé de la génération de leads, très bien, mais finalement, après, c'est un travail d'acquisition ou de séduction, de transformation, de conversion des différents profils pour les faire rentrer dans ton entreprise, pour ensuite les fidéliser et qu'ils y restent le plus longtemps possible, et qu'enfin, si t'es chanceux, non, si tu as bien bossé, qu'ils aillent te référencer, parler de ton entreprise auprès de leurs amis qui, ça se trouve, sont tout aussi performants, tout aussi experts qu'eux, et ainsi, toujours pareil, vont te simplifier ton travail de recrutement sur la phase d'après. Donc, si tu veux, la logique, c'était de se dire exactement la même chose. Qu'est-ce qu'on peut faire pour travailler notre modèle RH afin d'être percutant sur la phase d'acquisition et la phase de fidélisation ? Alors, comment vous avez fait ça ? Qu'est-ce que vous avez mis en place concrètement ? Parce que pareil, tu prêches un archi convaincu là-dessus. La première chose, c'est qu'on peut améliorer que ce qu'on mesure. Donc, ça a été de placer différents marqueurs, différents KPI, outils de pilotage, qui nous permettront de savoir si les actions qu'on va mener, donc de dupliquer là, ces techniques sales sur les RH, elles fonctionnent. Donc on a commencé par mettre en place un certain nombre de dashboards, si on commence par exemple par l'acquisition, qui tournent autour des taux de conversion. C'est-à-dire, par rapport à ma candidature entrante, quel sera mon taux de conversion vers une préqualification, un screening interview. Ensuite, quel est mon taux de conversion de la screening interview vers l'entretien, puis vers la mise en situation et enfin vers l'entretien final, le culture interview, en ce qui nous concerne, puisque c'est comme ça que fonctionne notre process. Donc, on a commencé par poser ces KPI-là. Ça, c'est pour la phase d'acquisition. La deuxième chose qu'on a faite, cette fois-ci sur la phase de fidélisation, c'est d'aller mesurer la satisfaction interne, exactement comme tu peux le faire avec un logiciel SaaS, en utilisant un outil qui s'appelle le NPS ou le iNPS, en l'occurrence, lorsqu'on parle des collaborateurs. Mais vous l'avez évoqué d'ailleurs dans un podcast avec Supermood, hein, c'est vraiment le même concept et qui te permettra de savoir en tant qu'RH si ce que tu fais est dans la bonne tendance par rapport, en tout cas, aux attentes de tes collaborateurs. Ça ne veut pas dire qu'il faut y répondre, mais au moins, tu es en capacité de savoir si ton modèle est en adéquation avec les personnes qui composent ton entreprise. Donc la data, à mon sens, c'est la première brique à poser lorsqu'on cherche à améliorer les choses ou à construire un modèle, pour pas juste se le faire pour se faire kiffer. Tu vois ce que je veux dire ? Oui, tout à fait. Donc ça, c'est la première chose qu'on a faite. Et ensuite, si on commence sur les actions, on va dire peut-être d'acquisition, sur la phase de vente, la première, ça a été de former les recruteurs, de nous former autour des mêmes phases de vente que tu vas avoir pour un commercial, un SDR ou un account exécutif, qui va tourner d'abord autour de la phase de découverte, parce qu'un screening interview, c'est rien d'autre qu'une phase de découverte, finalement, alors sur d'autres aspects, c'est-à-dire on doit se former en tant que recruteur, pas uniquement pour vérifier l'adéquation entre le besoin et les compétences de la personne, mais pour bien comprendre les enjeux décisionnels de la personne qu'on a au téléphone ou qu'on a en entretien. Et en allant récolter ces enjeux décisionnels, en les saisissant dans notre ATS en l'occurrence, on sera en plus grande capacité de séduire cette personne ou d'utiliser les triggers qui nous permettront de la recruter derrière. Si c'est la rémunération, voici notre réponse sur la rémunération, si c'est ce qui te motive. Si toi, c'est la vie au travail qui te motive, parce qu'on t'a posé la question, on le sait, on va adapter notre discours en fonction de ces enjeux décisionnels-là. Donc concrètement, si on parle d'action précise, c'est de construire une trame d'entretien, comme on peut le voir assez souvent,
qui va avoir une partie démesurée autour de la phase de découverte, parce qu'avant d'aller vérifier l'adéquation, on veut vraiment comprendre qui on a en face de nous et que cherche cette personne. Et alors, je pense que tu as utilisé un mot-clé qui est très important au début, qui est... alors c'est peut-être un peu brutal, je ne sais plus exactement comment tu as dit, mais bon, en fait, c'est comme la vente, quoi. Et je pense que, bon, je ne vais pas faire 10 minutes pour démystifier la vente, parce qu'on n'est pas sur un podcast de sales, mais... Évidemment qu'il y a beaucoup de personnes qui ont donné une mauvaise image de la vente. Il y a les vendeurs de cravates, de tapis, de matelas, vous voyez toute la manière de le présenter que vous pouvez imaginer, qui est la vente forcée, le côté hyper bourrin, etc. Bon, les meilleurs vendeurs et vendeuses que je connais, en fait, ils ressemblent plus à des coachs qu'autre chose. Moi, je fais un petit shout-out à Talia qui bosse chez nous, qui est absolument fantastique. Effectivement, pour l'anecdote, elle est passée haut la main quand on l'a recrutée en dernier round, parce que dans le cas concret de BizDev qu'on lui a proposé, elle a une approche de quasi-psychanalyste. Elle parlait pas, elle écoutait. Et elle reposait des questions pour bien comprendre la personne, en fait, elle est là pourquoi et de quoi elle a besoin, et puis voilà, quoi. Et en fait, malgré tout ça, la vente, c'est effectivement une chorégraphie de séduction au sens noble du terme. Pas la séduction des gros bourrins de mascu, de pick-up artistes qui vont manipuler les gens. La séduction au sens de si tu as quelque chose qui vaut la peine qu'on s'y intéresse et qui a de la valeur ou qui est chouette, faut le montrer. On ne peut pas s'attendre à ce que la personne le devine. Et ça passe par la vente. Ça passe par le fait de dire, OK, toi, tu es en train de me dire que tu as un parcours de vie dans lequel, pour une raison X ou Y, la flexibilité, c'est important pour toi. Guess what ? En fait, on a du télétravail quand tu veux. Voilà, sache-le. On a un salaire qui est dans la moyenne, mais surtout, on a du télétravail. Et là, on pourrait se dire, ouais, mais je ne devrais pas avoir à dire ça. Est-ce que c'est trop et tout ? Non. C'est en fait, en réalité, comme le marketing, la vente, c'est une manière de raccourcir la distance entre la personne que vous avez en face de vous et vous. Vous ne la laissez pas galérer à faire tout le chemin pour comprendre que c'est probablement une bonne idée de vous rejoindre. Et effectivement, quand c'est bien fait, donc vente ou travailler avec des candidats et des candidates, comme ce qu'on se dit là, il ne faut évidemment pas vendre à tout prix, et il y a plein de moments dans lesquels, je te laisserai me dire comment ça se passe, mais vous arrivez à la conclusion assez vite de « Ah en fait, il n'y a pas fit ». Mais c'est pas grave. Là, tu es en train de me dire que, j'en sais rien, moi, tu veux être head of sales parce que tu as 12 ans de carrière derrière toi. Nous, on recrute un job de sales un peu plus terrain. Bon, oui, malheureusement, on n'a pas de poste de head of sales ouvert. Bisous, on se quitte, bons amis, quoi. Mais effectivement, c'est le fait de le structurer comme la vente avec les phases de découverte, le fait de s'entraîner, de traiter les objections et donc de savoir comment on répond à des points particuliers qui permet de devenir meilleur en fait dans ce qu'on fait. Ouais, tu as totalement raison. Vendre ou recruter, c'est écouter. À mon sens, en tout cas. Et tu as mentionné deux choses là qui font tout à fait écho en moi, et je sais qu'ils se pratiquent beaucoup dans le monde de la vente. C'est l'enregistrement des discours. Donc nous, on enregistre nos screening interviews pour justement se dire, et on fait ce qu'on appelle des écoutes partagées. Alors encore une fois, j'ai rien inventé. C'est-à-dire qu'on va réécouter une préqualification, on va réécouter une interview pour se dire, ok, comment je peux m'améliorer moi en tant que recruteur pour être plus en adéquation et être plus performant finalement. Donc évidemment, on va prendre à chaque fois les situations peut-être difficiles, les points sur lesquels on pourrait s'améliorer, et ça en plus, ça crée au sein de votre équipe recrutement quelque chose de super, super intéressant, parce qu'en fait, on s'écoute tous, donc ça apporte beaucoup d'humilité, et on s'aide tous à s'améliorer. Et tu as mentionné une deuxième chose, c'est le traitement des objections. Parce qu'effectivement, une fois qu'on a levé les enjeux décisionnels, on peut aussi révéler différentes objections potentielles, parce que il peut y avoir des misfits, tu l'as très bien dit, des fois c'est grave, des fois c'est pas grave. Je pense à Steeple par exemple, on a une culture entreprise assez marquée, et donc on doit forcément se préparer à traiter différentes objections qu'on pourrait rencontrer. Et là c'est pareil, on s'est préparé un argumentaire de vente qui sont les réponses du terrain, les réponses réelles sur les questions de rémunération, sur les questions d'équipe, vie pro, vie perso, sur les questions de télétravail, sur les questions de mission, de création, remplacement, enfin bref, toutes ces objections traditionnelles que tu peux rencontrer dans un échange de recrutement. En t'y préparant, tu maximises encore une fois tes chances d'améliorer tes taux de conversion, en fait, si on en revient toujours au même. Et pareil, j'insiste lourdement,
les traitements des objections, peut-être que vous pouvez avoir une image poussiéreuse du commercial hyper pénible qui a réponse à tout. Et en fait qui joue de la flûte. Le bon traitement des objections, que ce soit en commerce ou ce qui nous intéresse aujourd'hui chez les candidats, c'est juste savoir qu'est-ce qu'on répond quand on nous soulève tel ou tel point. Et il y a plein de cas de figure dans lesquels on va lever les mains en disant oui, c'est vrai. Ce que vous dites, j'en sais rien. Moi, vous admettons, on est une boîte full remote. Mais en fait, du coup, on se retrouve pas souvent et tout. C'est une réalité. Alors, il y a des personnes à qui ça convient moins, mais nous, en tout cas, on est capable de t'onboarder sur le travail en remote parce que on le fait depuis longtemps et on sait comment rompre la solitude. Ça, c'est une manière de gérer l'objection. On acknowledge la réalité. Oui, il y a des gens qui vont avoir besoin d'environnement totalement présentiel, mais on traite l'objection en disant on sait que c'est un cas qui est important et donc on a un package d'onboarding là-dessus. C'est ça la gestion des objections, en tout cas vu de ma fenêtre. Ouais, je suis complètement en phase avec toi. Yes. Recrutement sales, on a autre chose, d'autres petites choses un peu rigolotes que vous avez mises en place en vous inspirant des pratiques des confrères? Effectivement, après, il y a la partie fidélisation. Donc, je parlais du positionnement d'indicateurs de mesure avec le INPS. Je pense qu'il y a plein d'autres outils et là, j'invente rien puisque c'est des choses qui se pratiquent déjà. C'est le référal dont on a évoqué tout à l'heure. On parle pas mal de parrainage dans le SaaS, par exemple. C'est exactement le même principe avec la cooptation dans le recrutement ou sur la fidélisation des collaborateurs. À partir du moment où tu as donc recruté, onboardé de manière pertinente et tu t'es assuré que tu pouvais fidéliser tes collaborateurs, tu peux te servir de cet appui-là pour faire du développement de compte, entre guillemets, et remercier, incentiver les personnes qui vont contribuer à l'effort collectif. Donc pour ça, il y a plein de choses à faire. La première chose, c'est construire une stratégie d'employee advocacy, c'est-à-dire de former littéralement tes collaborateurs aux techniques de sourcing et de recrutement. Parce que ce qu'on fait lorsqu'on va sur LinkedIn contacter différentes personnes, finalement, il n'y a pas besoin d'être recruteur pour le faire. C'est-à-dire, dans nos expériences professionnelles, on a tous croisé des personnes qui sont fantastiques et avec lesquelles on aimerait retravailler. Et en disant c'est possible, tu peux le faire, c'est pas qu'un ami, c'est pas une personne que tu connais bien, on démystifie le travail du recruteur et on fait qu'au lieu d'être une équipe de 3 comme c'est le cas aujourd'hui chez nous, on va être 110 à recruter au même moment. Donc c'est pour ça que je parle de stratégie d'employé advocacy. Et encore une fois, l'employé advocacy, ça vient pas de moi. C'est la communication qui a cette expertise et qui aide, dès la phase d'onboarding, tous nos collaborateurs à utiliser les différents réseaux. Après, je peux un peu glisser sur la cooptation qui se pratique beaucoup, mais qui doit ensuite s'animer. C'est-à-dire que ça ne suffit pas de dire si tu cooptes quelqu'un, tu vas recevoir tel ou tel incentive, alors du cash ou des gifts ou des events ou ce genre de choses. Ça va plus loin que ça, c'est de se dire qu'est-ce que je peux faire pour animer ma stratégie de cooptation, faire qu'elle soit toujours pertinente par rapport à nos postes ouverts et que les collaborateurs aient de la visibilité là-dessus. Donc nous, ce qu'on a fait, c'est, comme tu reparlais du CRM tout à l'heure, c'est d'importer tous les workflows de cooptation sur notre ATS, ce qui nous permet de vraiment automatiser cette pratique et la rendre visible pour tous. Et enfin, bien sûr, remercier les personnes qui le font et célébrer les succès avec tous ceux qui sont des contributeurs en fait à l'entreprise. Mais ça, vous avez un petit gong comme les commerciaux? Exactement, on a cette petite... Alors nous, c'est une cloche, référence forcément à Steeple, mais c'est exactement ce qu'on fait, ouais. Petit point très rapidement, vous voulez en savoir plus sur la cooptation et l'employee advocacy, enfin les brand ambassadors et tout ça. Il y a un super épisode qu'on a fait avec Libéo, donc vous pouvez écouter. Sur la fidélisation, on a fait un super épisode avec Zoé d'Oversea. Sur la fidélisation, pareil, je vais pas faire trop long parce que on en a déjà parlé. Parenthèse aussi, si vous voulez pas écouter les épisodes du podcast, allez sur yaniro.co/wiki pour voir le wiki Yaniro, qui est notre collection de toutes les meilleures pratiques de ce podcast sous une page Notion où il y a tout, dont effectivement employé advocacy et tout ça. Sur la fidélisation, comme pour le commercial, globalement, il n'y a aucun mystère. À la fin, et c'est pour ça que l'INPS c'est important, c'est la qualité du job que vous proposez. Point.
L'INPS et le fait de s'intéresser à ses employés, ses collaborateurs, ses collaboratrices, c'est une manière de comprendre qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui a de la valeur et éviter les angles morts, ou qu'est-ce qui peut poser problème. Mais à la fin du effectivement, toutes les stratégies de growth hacking du monde ne vous sauveront pas d'un produit pourri. Là c'est un peu pareil, je pense que je l'ai déjà cité dans ce podcast, mais j'ai quelqu'un qui m'a vraiment frappé, c'est un bon ami en plus que j'embrasse. Il m'appelle en me disant: Alexis, est-ce qu'on peut parler, j'ai un problème dans la boîte, on a du mal à grossir parce que je brûle des phénix. Je fais: ah tiens, d'accord, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on a des gens super et on les perd. En fait, ils partent ailleurs. Et pourtant, on fait de notre mieux et tout. Le gars, il est hyper sympa, il est robuste en management, donc on explore un peu. Et en fait, l'exploration, elle n'est pas allée très loin, hein. Il m'a dit, j'aurais dit: bon, ok, vous payez comment? En fait, on paye plutôt en dessous du marché, mais tu comprends, on a aussi arrête-toi là. C'est pas méchant, c'est pas contre toi, mais dans l'offre que tu proposes à tes collaborateurs et collaboratrices, la REM est importante. Donc pareil, je vous renvoie à tous les épisodes sur la REM, mais c'est exactement la même logique que votre produit, il peut être hyper sexy. On prend ça, c'est un peu standard. S'il fait pas ce qu'il est censé faire, ça pose problème. Et évidemment que vos collabs, ils viennent chercher tout un tas de trucs, mais si vous êtes dans des offres d'emploi qui sont très en dessous du marché, c'est difficile. C'est pas impossible, c'est difficile. Donc la fidélisation, pour la faire très très simple, le meilleur outil de fidélisation, même s'il y en a plein, et l'INPS, une bonne manière de monitorer ça, c'est de vous assurer que ce que vous proposez à vos collaborateurs et collaboratrices est incroyablement supérieur à tous les autres jobs qu'ils peuvent avoir, si je caricature à grands traits. Tu vois, on en revient à la question de l'EVP. C'était une question de contenu au départ, mais c'est pas que ça. C'est une question de quelle est mon offre de valeur par rapport à ce que j'attends des collaborateurs qui composent l'entreprise. Est-il équitable, n'est-il pas équitable? De valeur perçue, d'ailleurs, on peut parler de ça aussi, finalement, parce que la valeur réelle peut être folle, mais si elle n'est pas... vous n'avez pas fait de l'effort de communiquer, et je sais de quoi je parle en tant qu'RH, c'est pas ce qui nous sait le mieux parfois. Si vous ne faites pas l'effort de communiquer et de faire grimper votre valeur perçue, vous allez avoir des problèmes. Et alors, tu as tout à fait raison. C'est pour faire un peu le pont, ta valeur réelle et valeur perçue. Deux exemples très simples, et après on passe sur le dernier pilier. Dans la valeur réelle et perçue, je trouve que par exemple, au-delà de tous les bienfaits qui sont expliqués dans l'épisode qu'on a fait ensemble, ce qu'on fait Welcome to the Jungle sur la semaine de 4 jours, c'est évidemment un strike. Enfin, on peut tout à fait imaginer que quand on est collab et qu'on a vécu 3 ans dans la semaine de 4 jours, l'idée de repartir sur une semaine de 5 jours, c'est un sacré move. Donc en termes de fidélisation, c'est difficile parce que l'offre qui est donnée aux collaborateurs est très haute, entre autres choses. Enfin, il y a plein de choses très bien chez Welcome. Et un autre exemple, moi, qui m'a fasciné sur la valeur perçue et donc la manière de packager la valeur, c'est, je pense que c'est Wallaxy. Je crois que c'est Toinon Georget qui avait posté un post LinkedIn là-dessus. Je suis pas sûr de ce que je dis. C'est soit Wallaxy, soit Bulldozer. Hein. Donc, mais c'est une de ces deux boîtes qui maîtrisent à fond les codes de LinkedIn. En lieu et place d'une offre qui était un tout petit peu aride en disant on recherche, blablabla, etc. Le CEO avait posté une offre en disant on recrute des commerciaux, est-ce que ça te dit d'être le commercial le mieux payé parmi tes potes parce que c'est ça que tu auras chez nous. C'est une manière un petit peu familière de mettre en avant un point de valeur qui paye top market. Et j'imagine bien qu'ils le font pas au bluff et que vraisemblablement ils ont choisi de payer haut là-dessus. Mais ce qui est rigolo, c'est qu'ils auraient pu le faire juste de manière aride en disant bon bah voilà, on cherche SDR et tu vas gagner tant, etc. On aurait pu le faire d'une manière qui est un tout petit peu plus packagée en disant nous payons top market 90e pourcentile ou un truc comme ça. Ils ont choisi de le faire encore un cran plus loin avec le langage de la brand. Wallaxy a un côté qui est très à la cool, on va dire, et donc que ce soit Wallaxy ou Bulldozer, de toute façon je pense que ça s'applique aux deux, et donc ils l'ont fait comme ça en disant est-ce que tu veux gagner plus que tous tes potes? Bon bah voilà, c'est chez nous. Ok, ça c'est une manière de packager la valeur avec leur ADN. Vous pouvez le faire avec le vôtre, hein. Ouais, complètement, c'est une approche encore par les personas, tu vois, on revient aussi là-dessus. Exactement. Troisième pilier. Effectivement, le knowledge management, alors ça c'est quelque chose dont je me suis plus nourri de par différentes expériences marquées par la tech. Et d'ailleurs, ce sujet, on le voit aujourd'hui, glisse tout doucement vers les ressources humaines. Mais c'est ce concept que tout bon process, toute bonne connaissance ne vaut que si elle est marquée, stabilisée, communiquée et disponible. Je m'explique, quand tu fais un développement, il y a tout un tas de compétences que tu vas mobiliser, il y a tout un tas de raisons qui t'ont poussé à sortir cette feature de telle ou telle manière.
et tu as fini ton projet, tu as poussé ta feature uniquement lorsque la documentation associée est prête. Et à mon sens, c'est exactement la même chose pour les ressources humaines. On parle encore de valeur perçue finalement, c'est-à-dire que tu vas maximiser tes chances d'augmenter la valeur perçue si toute la connaissance RH, tous les processus RH, tout ce que tu essayes de créer pour ta fidélisation des collaborateurs, tu vas venir la solidifier, la pousser, la rendre visible dans une base de connaissances interne qui sera finalement ton réceptacle pour tes processus RH et ta culture d'entreprise. Et c'est ce qu'on a fait chez Steeple avec un outil qu'on a, alors c'est notre sémantique interne qu'on a appelé la Bible. On travaille sur Google Sheets en l'occurrence. Et là, tu vois, cette question, je l'ai pas mal évoquée. Je vais faire référence à Prono, qui est une communauté d'intérêt sur le sujet, mais qui m'a fait rencontrer des profils de chez Payfit et partout en l'occurrence, où ce métier de knowledge manager, tu pouvais le retrouver soit dans le produit, parce que c'est très tech par définition, ou soit dans des pôles opérations ou stratégie ou transformation dans certaines entreprises. Ce que j'ai essayé de faire chez Steeple, c'est de nous approprier, sur le périmètre RH évidemment, cette même logique sur tout ce qui touche à l'expérience collaborateur. Et ça, c'est utile sur plusieurs champs, sur plusieurs spectres à mon avis. Le premier, c'est que tu vas gagner beaucoup de temps sur ton onboarding et sur l'acculturation des nouveaux profils. C'est toujours une question de contenu. Tu as créé plein de contenu que tu as envoyé à tes candidats, à tes prospects, que tu as converti en personnes recrutées. Mais qu'est-ce que tu fais une fois qu'elles arrivent ? Tu vas pas leur transmettre que de l'oral, surtout si tu fais de la synchrone, surtout si tout le monde ne travaille pas au même endroit. Et le fait d'avoir référencé l'ensemble de tes processus sur un seul endroit va te permettre d'aller beaucoup plus vite. Ça te permet aussi d'être transparent. Alors là, ça va dépendre des cultures d'entreprise, mais on a une forte, la transparence marque assez fortement notre culture d'entreprise. Donc tout ce qu'on fait doit être visible pour l'ensemble des collaborateurs. Et typiquement, c'est quoi le genre de contenu que tu détailles dans votre Bible, donc votre document, votre Google Site ? Il va y avoir plusieurs pans. Il faut imaginer plusieurs couches. Une couche très globale qui va concerner l'entreprise. C'est-à-dire dans l'entreprise, on va avoir des articles. Alors je reprends ces termes-là, mais c'est comme ça que nous on les appelle. Des articles sur l'histoire de l'entreprise, de A à Z. Et je ne parle pas uniquement de ce qu'il y a sur ton site internet, je parle de la vraie histoire, de ce qui a vraiment été vécu avec les évolutions de chiffre d'affaires, de collaborateurs, etc., etc. On va avoir des articles sur la culture d'entreprise, sur la stratégie d'entreprise, c'est-à-dire pour rappeler à tout le monde où est-ce qu'on veut aller, quel est l'objectif 2023, les OKR sont un bon outil, quel est l'objectif 2025 et quel est l'objectif 2030. Ça, c'est sanctuarisé et mis à jour régulièrement sur la couche haute de notre base de connaissances, qui est l'entreprise. Tu vas retrouver aussi tout ce qui a trait, donc j'en parlais, à l'expérience collaborateur. Donc finalement, si on va rester sur les ressources humaines, ça va être des choses très basiques, mais comment se passent tous les sujets administratifs et de paye autour des notes de frais, des frais de déplacement, des absences, de la fiche de paye, mais tout ce qui touche aussi à la carrière. C'est-à-dire on a construit un processus de mobilité interne, si je prends cet exemple-là, voici comment ça se passe chez nous. Voici comment on le fonctionne. Tu as un plan de développement des compétences, toute sa construction et sa finalité est disponible sur notre page carrière. Et enfin, ça c'est peut-être un dernier exemple que je pourrais donner sur la partie couche haute. On a une grille de rémunération qui est transparente. Tu vois, typiquement, c'est là-dessus qu'on la référence. J'aurais pu parler de télétravail aussi, bien sûr, de mutuelles d'entreprise et autres. Mais ça, c'est globalement ce que j'essaie de te dire, c'est que dans une couche haute, tu vas avoir tout ce qui a trait à l'entreprise et qui doit être visible par toute personne qui arrive. Et ensuite, tu vas descendre dans les couches. Et ça, c'est le rôle de l'équipe ressources humaines de s'assurer que ces couches sont en corrélation avec la structuration de l'entreprise, c'est-à-dire les différents pôles, ce qui nous concerne, qui la composent. C'est-à-dire, voici, j'ai un pôle revenu qui est composé aujourd'hui d'une 60aine de personnes. Quelles sont leurs missions ? Comment est-ce qu'ils travaillent ? Et quelles sont la documentation associée à la description de leur mission. Idem pour le produit, notre équipe R&D, ainsi de suite et ainsi de suite. Et enfin, notre dernière couche, mais là on pourrait aller encore plus loin et je laisserai la place aux experts sur le sujet, ça va être les couches métiers. Tu as parlé de ton entreprise, tu as parlé de tes pôles et tes services ou de tes business units, selon la sémantique qu'on utilise. Ensuite, il te reste à parler du métier en tant que tel, dire c'est quoi être SDR chez Steeple, c'est quoi un cold call, c'est quoi un appel outbound, c'est quoi ma trame de traitement des objections, c'est là qu'on retrouve tout ça. Et d'un point de vue RH, tu vois, c'est là-dessus qu'on est venu documenter tout ce qu'on vient d'évoquer autour du traitement des objections, du pitch, parce que c'est des choses qui sont difficiles à apprendre.
et donc on va retrouver pour chaque recruteur en accès libre sur notre plateforme. Top. Bah écoute, je pense que pas mieux. Je sais que des fois je devrais parler un petit peu moins, mais ça me donne envie de vous raconter quand même notre vécu là-dessus. Nous, c'est quelque chose qu'on a chez Yaniro. On a un Notion interne, en gros un wiki interne. Des formations un petit peu pas professionnelles mais personnelles, parce que ma chère et tendre travaille dans l'industrie pharmaceutique, et dans l'industrie pharmaceutique, forcément, tout est archi documenté parce que ça permet de contre-vérifier, survérifier, etc. Et moi, je voudrais juste témoigner de un bénéfice caché, parce qu'il y a un bénéfice évident qui est de faciliter la vie de tout le monde. Quand on a une grille d'onboarding en fait qui existe sous la forme d'un article qui est hyper clair avec la FAQ et le machin, ça fait que quand quelqu'un rentre à bord, bah on sait quoi faire. Quand quelqu'un nous dit bah alors en fait attends, pourquoi est-ce que le podcast il tourne comme ça et c'est quoi le matériel utilisé, bim, il y a la page qui existe, etc. C'est quoi le process de vente et tout, bim, en fait on a tout partout. Et il y a un truc moi que je trouve vraiment intéressant dans la culture de l'écrit, qui est poussé au maximum dans les boîtes qui sont asynchrones, ce qui n'est pas notre cas, c'est que quand c'est écrit, ça oblige à se mettre d'accord sur les termes. C'est-à-dire que nous on l'a observé une fois qu'on a dit bon bah voilà, notre culture chez Yaniro c'est ça, donc voici la mission, la vision, les valeurs. Bon, donc ça forcément on s'est un petit peu organisé pour que ce soit des mots qui soient clairs et avec lesquels on soit tous d'accord. Mais quand on écrit des choses qui sont relatives à la culture, bah faut qu'on se mette d'accord en fait. On se dit bon alors ok, ça on a le droit de le faire ou pas, ça c'est un peu plus compliqué. Dans la situation on fait A ou on fait B. Et en fait après quand c'est par écrit, à partir du moment où ça n'a pas été fait comme un cow-boy par une seule personne, évidemment, on part du principe que c'est l'OS de l'entreprise, quelque part. Et pour moi, c'est effectivement le knowledge management qui permet ça. Je suis d'accord, et tu vois, c'est une barrière un peu mentale à faire tomber, parce que tu peux te dire parfois, et je connais bien cette situation, certaines situations RH ou certains processus, il faut les cacher, tu peux pas tout dire, naturellement, on n'est pas sur le métier avec le plus grand culte de la transparence. Mais finalement, faire tomber cette barrière, c'est pas si difficile que ça. Et je trouve encore une fois que ça agit directement sur la fidélisation des collaborateurs, parce qu'il n'y a rien à cacher en fait. Le maximum des choses qui sont construites sont partagées et accessibles pour tout le monde. Et puis comme tu l'as dit, après, l'idée c'est de documenter, couche haute, couche basse, il y a des parties qui sont ouvertes à certaines personnes ou pas à d'autres, vous faites ce que vous voulez. Hein. Tu as totalement raison, ouais. Ouais. Bon, alors c'est un crève-cœur parce que là on a parlé de trois métiers desquels tu as piqué des pratiques, on va dire. On aurait pu en faire d'autres. On avait parlé de RH et communication, projet RH, product management. Il y a vraiment beaucoup de choses, mais on va devoir passer à la fin de l'interview. Moi, je commence par la question la plus évidente. Je pense qu'à la fin de cet épisode, on a envie de parler avec toi. On a envie de connaître les autres, on a envie de savoir, mais attends, mais du coup, dans la communication, qu'est-ce que vous avez fait? Dans le project management, qu'est-ce que vous avez fait? Donc, où est-ce qu'on te retrouve? Comment est-ce qu'on ouvre la discussion avec toi? Eh bien, directement sur LinkedIn. Je suis régulièrement sur cette plateforme-là, donc vous pouvez me contacter via ma page. Et bon, écoute, ça sera fait. Je fais un petit aparté. Je devrais peut-être le faire à chaque épisode. C'est pas pour faire genre qu'on fait ça. C'est vraiment un accord de principe très bon enfant que font les invités, que de se mettre à disposition de personnes qui veulent parler avec. Et je dis ça parce qu'il y a pas longtemps, on parlait d'une invitée qui était passée dans le podcast, et on me disait, et la personne qui me parlait me dit, est-ce que tu peux me faire une intro? Je fais, mais j'ai pas besoin de te faire une intro. Elle a donné son LinkedIn, tu dis que tu as écouté son podcast et que tu viens de notre part, et puis c'est tout, quoi. Et bon, voilà, donc n'hésitez pas, discutons, c'est ça qui fait un peu la beauté du métier aussi. Ensuite, est-ce que tu as un livre, un podcast ou un blog que tu recommanderais aux auditeurs? Ouais, tout à fait. Alors, c'est le premier que j'ai lu en arrivant chez Steeple, que m'a partagé donc notre fondateur. Il s'agit de No Rules. Alors, je m'excuse pour la prononciation, de Reed Hastings et Erin Meyer. Donc, il décrit la construction de Netflix, enfin de la construction culturelle plutôt, de Netflix, et qui m'a, en tant qu'RH, vraiment m'a aidé à déconstruire justement ces barrières qu'on peut avoir dans ce métier-là, en se disant que manager par le contexte et que faire confiance aux collaborateurs qui composent l'entreprise, s'ils ont été correctement guidés et que le framework qu'on leur partage est suffisamment clair, que tout va bien se passer.
Donc je le recommande vraiment en termes d'approche culturelle des ressources humaines. Vous connaissez ma marotte sur le sujet. Si ça fait 4 fois que vous avez entendu parler de ce bouquin et que vous l'avez pas lu, vous l'achetez et puis vous le lisez. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? A priori, c'est qu'il est bien. Effectivement, c'est un bouquin très enrichissant sur la culture de Netflix, et notamment sous la forme d'un dialogue entre Netflix et Erin Meyer, qui n'est pas de Netflix et qui vient donc remettre challenger pas mal des choses qui sont faites chez Netflix, donc c'est très très intéressant. Point de vue outil, Steeple, j'imagine, un outil que tu as envie de recommander? Bah oui, évidemment, pour le coup, ça a transformé mes façons de communiquer. Je trouve que Steeple est un excellent support justement de visibilité pour les équipes RH, pour partager les succès, les process qui ont été créés ou les choses qui ont évolué. Surtout si vous avez des salariés déconnectés, c'est vraiment un outil qui transfigure vraiment la culture d'entreprise et qui la fait rayonner pour tout le monde. Ok. Pour ne pas qu'on ait l'impression qu'on est sponsorisé par Steeple, t'as un autre outil que t'aimes bien, même si on en pense beaucoup de bien aussi. Hein. Ouais, je sais que j'ai parlé de VideoAsk tout à l'heure, donc je vais en choisir un autre. Je vais parler de Vidyard. On reste, dans l'approche sales. C'est un outil qui permet d'humaniser sa prise de contact sur LinkedIn. Je m'explique. On peut enregistrer via Vidyard une vidéo de soi unique, finalement, par essence, à destination de notre cible. Donc je m'explique, je me présente un tel, j'ai vu ton profil sur LinkedIn, à mon avis tu pourrais super bien matcher avec telle offre d'emploi, ça te dit on en parle. Et c'est ce qu'on fait, voilà, pas pour tout le monde évidemment, ce n'est pas tenable en termes de charge de travail, mais une dizaine par jour pour des profils bien ciblés, et ça crée vraiment une humanisation du recrutement, parce qu'on a parlé pas mal de taux de conversion, et on n'est pas des robots, on est là pour faire du relationnel, et ça je trouve que c'est un super outil. J'adore. Partage d'expérience. Il y a beaucoup plus de gens qui me contactent que de messages que je peux lire, donc malheureusement, je fais pas aussi bien que ce que je voudrais pour répondre à tout le monde sur LinkedIn. Toutes les personnes qui m'envoient une vidéo ou un message vocal, je les écoute et je leur réponds. Dans l'autre sens, ça m'est arrivé, je dirais une dizaine de fois, de contacter quelqu'un vraiment en mode YOLO parce que je le connais pas, et en me jetant à l'eau avec une vidéo parce que c'est quelqu'un que j'ai vraiment envie de rencontrer. Dans 100% des cas, ça a marché. Donc, faut pas hésiter à faire un peu l'extra effort. Je connaissais pas Vidyard, je vais regarder. Et enfin, tu connais notre tradition sur ce podcast, notre fierté. On aime beaucoup ce passage de flambeau. C'est solennel et très charmant. Si tu étais à ma place, tu aimerais entendre qui sur ce podcast? Alors, j'ai pas réussi à choisir, donc je vais citer deux personnes qui travaillent dans la même entreprise. En l'occurrence, il s'agit de Morgane Denay et Claire Duguay-Pérou, qui travaillent pour l'entreprise Claranet et qui ont un parcours super intéressant. Et pourquoi je pense que c'est intéressant de les rencontrer? D'abord parce que la première a fait passer une entreprise de 250 collaborateurs à plus d'1 millier aujourd'hui, et la transformation RH, du service RH qui s'ensuit, donc de 6 à 30 collaborateurs. Donc le sujet est passionnant. Je sais que vous parlez souvent de scalabilité, typiquement là on est dedans. Et la deuxième, peut-être que j'ai un peu moins entendu, donc Claire, qui a créé from scratch une stratégie de digital learning, c'est-à-dire on part de rien, on parlait un petit peu de knowledge management tout à l'heure, comment est-ce qu'on rend cette connaissance encore plus utilisable, encore plus facile à utiliser via des stratégies de digital learning. Donc ça, je trouve qu'elle est passionnante sur ce sujet. Morgane, Claire, de deux choses l'une. D'une part, quand il s'agit de trouver qui sont les GOAT, qui sont les meilleurs du domaine, Nicolas pense à vous. Ça, c'est la première chose. Et de deux, en ce qui me concerne, évidemment, vous êtes les bienvenus sur ce podcast du Human Factor. Nicolas laisse le micro et le casque en partant, et vous pourrez prendre la suite, reprendre le flambeau avec grand plaisir. Nicolas, c'était un plaisir. Frustration de ne pas faire des épisodes plus longs, mais bon, on essaye de tenir, vous me direz si je bavarde beaucoup trop, c'est l'enthousiasme qui parle, c'est évidemment pas pour vous embêter. En tout cas, moi je te remercie beaucoup pour ton temps, j'ai envie de souhaiter le meilleur à Steeple pour la suite et de dire à la prochaine. Carrément, merci Alexis en tout cas. Ciao. Merci d'avoir écouté cet épisode. Pour mettre en place tout ce que vous venez d'apprendre, n'oubliez pas de vous connecter sur le Yaniro Wiki. Allez tout simplement sur www.yaniro.co/wiki et ajoutez la page en favori pour la voir sous la main quand vous en aurez besoin. Et